Voilà, je démarre l'enregistrement et je vous propose qu'on démarre. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue en tout cas à ce 10e webinaire qu'on organise pendant cette période de confinement. Je me présente, je suis Alexandre, je fais partie de l'accélérateur Emera. Donc Emera, nous sommes basés à Bordeaux et nous opérons cet accélérateur depuis la Halle Emera, qui est un espace de coworking et événementiel situé en plein centre de Bordeaux. Nous avons 2 lieux au total et on va dire, on anime tout un écosystème d'entrepreneurs, d'entreprises dans le digital et de partenaires, dont Extensia fait partie. D'ailleurs, Julia et Myriam, vous êtes avec nous du coup, ça va? Ouais, ça va. Bon, Impeccable, super. bonjour à tous. Voilà. Bonjour. En tout cas, vous l'avez compris, nous, on est des acteurs de l'événementiel, dans le digital également. Et pour nous, c'était assez naturel de faire des webinars pendant la période de confinement pour proposer toujours du contenu, des retours d'expérience à destination des startups, des entrepreneurs, mais aussi des thématiques un peu plus pour des startups, pour des entreprises qui aimeraient se transformer digitalement, donc plutôt des PME, ETI, grands comptes sur le télétravail ou la collaboration à distance. Bon, voilà, c'est des sujets qu'on organise. Et à vrai dire, avec Extensia, dès la première semaine, on s'était dit ah ben, on va faire un webinar dès la première semaine du confinement, mais malheureusement, ils étaient surchargés de travail. Alors, ce qui était bien sûr, toute proportion gardée, une bonne nouvelle pour eux, mais ça sous-entendait bien que les entreprises avaient un vrai besoin d'accompagnement. Et c'est pour cette raison que justement, on a organisé ce webinaire cette semaine, puisque vous allez nous raconter un petit peu, hein, Julien et Myriam, mais ce que vous disiez, vous commenciez à peine à avoir un peu sortir la tête de l'eau parce que vous avez eu beaucoup de travail ces dernières semaines. Ouais, tout à fait. Donc, pour la mise en place, effectivement, nous en interne, du télétravail de façon généralisée au niveau du cabinet et également prendre un petit peu la mesure de ce qui était annoncé par le gouvernement, ce qui est encore annoncé d'ailleurs, parce que les choses évoluent, ce n'est pas de semaine en semaine, mais de jour en jour. Donc, c'était d'avoir un petit peu aussi de recul sur les mesures qui ont été prises, puisqu'il y a eu certains effets d'annonce, puis après des choses qui ont été rectifiées ou tout du moins précisées. Et puis l'intérêt aussi d'avoir ce webinar aujourd'hui, c'est le premier retour d'expérience qu'on a sur tous ces sujets-là, puisqu'on on commence un petit peu à voir comment les différents mécanismes fonctionnent. Donc à ce titre, moi je ne me suis pas présenté, mais je suis expert comptable associé au sein du cabinet Extensia. Je vous parlerai très brièvement du cabinet au début de ma présentation. Et Myriam, qui m'accompagne aujourd'hui, est notre responsable adjointe de service social RH. Et donc, est totalement rompu à toutes les problématiques, notamment d'activité partielle et relative au social en général, dans le cadre de cette crise que nous vivons tous. Voilà. Mais c'est super, c'est vrai que le format de ce webinaire, toi Julien, tu as une présentation, mais Oui, comme on fait d'habitude, n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions. exactement. Ouais. Et puis justement, moi je remonterai à Julien les questions qui ont été posées, puisque certaines personnes ont déjà posé des questions et qui sont posées en direct. Donc voilà, c'est aussi un format live chat où on peut changer. Et on est ensemble, disons, jusqu'à 15 heures. Et bon, peut-être un peu après si ça dépasse ou pas, mais en général, on tient 1 heure, voilà, avec des questions. Julien, Myriam, je vous laisse vous présenter peut-être. Ouais, voilà, je te laisse. Ouais, tout à fait. Alors, je lance le partage d'écran. Hop. Voilà, n'hésitez pas à répondre au sondage si vous venez d'arriver et à dire où est-ce que vous êtes, dans quelle ville. Voilà, ça nous intéresse. Voilà, donc moi, comme je l'ai dit, Julien Grosse, donc je suis expert comptable au sein du cabinet Extensia. Donc Extensia, cabinet d'expertise comptable bordelais, qui a un rayonnement Grand Sud-Ouest, ainsi qu'une antenne à Lyon et à Paris. Donc on intervient sur tout type de secteur d'activité, du prestataire de services, santé, CHR, donc restauration, hôtellerie, industriel, bâtiment. TPE, PME, entrepreneurs. Donc, je dirais qu'une cible, un scope de clients qui ressemble finalement au cabinet qu'on est, à savoir indépendant et inscrit, fortement inscrit au niveau local. Nos pôles de compétences, outre l'aspect
traditionnel comptable, tout ce qui est accompagnement gestion, donc qui est on va dire le corollaire de la comptabilité, avec aussi toute une partie conseil patrimonial, fiscal et juridique, ainsi que tout un volet donc social RH, d'où la présence de Myriam aujourd'hui, puisque les sujets sur cette thématique-là sont quand même légion dans le cadre des mesures prises actuellement par le gouvernement. Voilà. Et du coup, depuis quelques mois maintenant, nous sommes partenaires de la Alemera, et on intervient là-bas d'ailleurs avec des collaborateurs qui assurent une permanence hebdomadaire par le biais d'une structure qu'on a créée, You by Extensia, qui est une structure d'un cabinet dans le cabinet qui a vocation à accompagner plus spécifiquement les créateurs et entrepreneurs, puisque nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir quand même une segmentation dans les entreprises à accompagner et dans les activités de celles-ci. Voilà. Myriam, peut-être je te laisse… Bonjour à tous, donc Myriam Créateur. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, oui, ça va. Donc responsable adjointe du service social d'Extensia à Bordeaux. Donc nous sommes une vingtaine de collaborateurs, un peu plus de 20, 25 au service social. Donc notre mission principale, bien sûr, c'est l'établissement des bulletins de salaire, mais nous développons le conseil en RH, voilà, dans ces matières-là. Avec beaucoup de matière en ce moment d'ailleurs. Et énormément de matière en ce moment et un afflux de textes, mais bon, on maîtrise. Le sommaire sur la thématique, c'est j'ai essayé de faire ça sur deux volets, la partie en tant que décideur, donc les aides auxquelles je suis éligible, donc de reprendre un petit peu le panel d'aides et d'y ajouter les précisions qu'on a eues récemment sur ces aides pour savoir qui est éligible ou ne l'est pas, et les solutions pour faire face aux besoins de trésorerie, puisque aujourd'hui la grosse problématique des TPE, PME ou des entrepreneurs qui sont touchés de plein fouet par la crise actuelle, c'est comment gérer cette problématique des besoins en fonds de roulement, de trésorerie, et quelles sont les mesures auxquelles il peut être utile d'avoir recours. Sur le volet en tant qu'employeur, donc là, le recours à l'activité partielle, pour grosse majorité des entreprises, puisque j'entendais qu'il y a presque 6 millions de personnes en chômage partiel aujourd'hui au niveau national, et les règles spécifiques qui s'appliquent dans cette période de confinement concernant les congés, la durée du travail notamment. Et enfin, on a rajouté un petit point sur la prime au pouvoir d'achat, la fameuse prime Macron dont vous avez très certainement entendu parler depuis maintenant quelques mois, voire quelques années, puisque du coup, les conditions pour en faire bénéficier les salariés ont été assouplies dernièrement par le gouvernement pour permettre, entre guillemets, de récompenser les salariés au front, puisque c'est exactement les dont vous avez tous entendu parler maintenant depuis ces fameux fonds de solidarité de 1 500 €. Donc sont concernés les professions libérales, les indépendants, les micro-entrepreneurs également, quel que soit leur statut, quel que soit leur régime fiscal et social, sachant que dans le cadre d'un président de SAS ou de SASU, puisque c'est une forme juridique qu'on retrouve quand même abondamment aujourd'hui, il y a une notion de dirigeant et d'indépendance par rapport à ça, et également le critère d'activité économique, puisque sont exclues toutes les sociétés qui ont une activité civile et non pas économique. On est vraiment là sur une aide à vocation soutien des activités des entreprises qui ont une activité économique. Les principaux critères d'éligibilité, donc c'est 10 salariés ou moins, le chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Alors, proratisable, si on n'a pas un premier bilan clos, du coup, tous ces agrégats, là, le chiffre d'affaires ou le bénéfice imposable, sont proratisés sur le nombre de mois depuis le début de l'exercice. Donc, pour les 1 million d'euros de chiffre d'affaires et pour les 60 000 de bénéfices annuels imposables. Ce qui est important de savoir, c'est que par cette notion de bénéfice annuel imposable, il faut quand même la repréciser un petit peu, puisqu'on parle aujourd'hui, donc bénéfice annuel imposable, ça veut bien dire avant impôt, et on doit réintégrer dans ce bénéfice les rémunérations éventuelles des dirigeants, typiquement dans le cas de SASU, SAS, SARL, EURL, les rémunérations de gérance ou les rémunérations du mandataire social,
sont à réintégrer dans ce montant-là. Voilà. Donc, ce qui est un peu logique, parce que forcément, une entreprise, si elle fait 30 000 de résultats, mais que son dirigeant a une rémunération de plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire en centaines de milliers d'euros, on n'a pas la même qualification au niveau de la précarité de cette entreprise que pour une qui ferait un bénéfice faible avec une rémunération faible pour son dirigeant. Autre condition importante, ne pas avoir bénéficié d'indemnité journalière de la sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 € sur le mois de mars, et avoir débuté son activité avant le 1er février 2020. Voilà. Petite précision aussi par rapport au périmètre d'entreprise qui peut prétendre à cette aide. Certains sont constitués sous forme de mini-groupes, si je puis dire, avec une société holding qui détient une société filiale qui exerce l'exploitation du métier principal. Là, on raisonne du coup au niveau de la société holding et au niveau groupe, c'est-à-dire qu'on va raisonner, si je suis rémunéré au niveau de ma société holding, je dois prendre en compte mon chiffre d'affaires réalisé sur ma société filiale, sur une notion de groupe, puisque bien entendu, la société holding, par définition, va avoir un faible chiffre d'affaires, mais on analyse vraiment le chiffre d'affaires global du groupe. Voilà. Donc ça, c'est quand même une notion importante parce que certaines entreprises sont constituées de plus en plus aujourd'hui sous cette forme holding filiale. Voilà. Quelles conditions pour bénéficier de l'aide? Alors, soit avoir fait l'objet d'une fermeture administrative au 15 ou au 16 mars, c'était au 16 mars, soit avoir subi donc une perte d'au moins 50% de chiffre d'affaires en mars 2020. Là, je vous disais justement les rebondissements, les évolutions qu'il y a eu par rapport aux premières annonces faites par le gouvernement. De mémoire, c'était 70% de passer ce seuil à 50%. Donc aujourd'hui, une entreprise qui réalise 50% de moins de chiffre d'affaires par rapport au mois de mars de l'année précédente peut prétendre à cette aide. Voilà. Là encore, des petites particularités pour des entreprises nouvelles où on aura une notion de chiffre d'affaires moyen constaté depuis l'origine de la société. Voilà. Et on doit être en dessous de 50% du chiffre d'affaires moyen constaté sur les mois qui précèdent le mois de mars. Voilà. Le montant de l'aide, 1 500 €. Pour en bénéficier, ça se passe au niveau du portail des impôts, impôts.gouv, sur le volet particulier, puisque c'est le dirigeant en tant que personne physique, en tant que particulier, qui doit aller faire la demande de versement de l'aide sur les impôts avec ses identifiants et son mot de passe. Et les entreprises les plus en difficulté pourront, à compter du 15 avril, donc là on est maintenant 17 avril, bénéficier d'une aide complémentaire dont je vais vous parler ensuite. Voilà, donc ça c'est à peu près clair. Je pense que cette aide-là, tout le monde l'avait à l'esprit, parce que c'est l'aide sur laquelle les communications étaient les plus abondantes. Mais encore une fois, elle a un petit peu évolué dans le temps et il y a certaines précisions qu'on a eues au fil de l'eau, je dirais. Voilà, donc la demande par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril et les justificatifs à fournir, la déclaration sur l'honneur, que l'entreprise remplit les conditions d'éligibilité, une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires de l'entreprise pour pouvoir procéder au versement. Donc ensuite, cette aide complémentaire de la région, donc, qui est de l'aide de 2 000 €, elle vient en complément donc, de cette première aide de 1 500 €. C'est le second volet qui va avoir pour vocation d'accompagner les entreprises je dirais, les plus en difficulté, puisqu'elle va se cumuler avec la première aide. Une des contraintes quand même majeures qu'on a sur le déblocage de cette aide, c'est la nécessité d'avoir au moins un salarié. Donc ça exclut quand même pas mal les auto-entrepreneurs pour la plupart, mais aussi des indépendants ou des entreprises sans salariés. Et il faut également ne pas avoir plus réglé ses dettes exigibles dans les 30 jours, depuis donc le début de la période de confinement, et s'être vu refuser un prêt de trésorerie, le fameux prêt garanti par l'État dont on parlera ensuite, par les banques, avec à l'appui la demande, le justificatif de rejet par la banque. Donc c'est vrai que ces deux dernières conditions sont, sur une entreprise en difficulté, vont être assez évidentes. Néanmoins, la première sur la condition du salarié va être quand même un frein à l'obtention de cette aide par la plupart des entreprises, par un certain nombre d'entreprises, je dirais. Comment en faire la demande? Donc à partir du 15 avril, donc depuis 2 jours maintenant, c'est auprès du conseil régional de la région de résidence, d'immatriculation de l'entreprise. Les justificatifs à fournir, toujours la déclaration sur l'honneur, la description synthétique de la situation de l'entreprise et donc ce que je vous disais, le justificatif du refus de la banque sur la souscription du prêt garanti par l'État. Donc c'est vrai que là, il demande aussi un petit peu plus de choses, un plan de trésorerie.
bon, de toute façon, on a peu de recul pour le coup sur cette aide puisqu'elle elle est mise en ligne depuis le 15 avril et donc on verra un petit peu dans le temps si ça fonctionne à plein comme ce qui était à l'origine le souhait du gouvernement dans la mise en place de cette aide. Alors, j'ai rajouté un petit point par rapport aux régions puisque du coup, ça c'est tout récent aussi de cette semaine. Et là, ça concerne la région Nouvelle-Aquitaine, donc la plupart des participants doivent être rattachés à cette région-là, même si pas tous, puisque j'ai cru comprendre qu'il y en avait certains qui venaient de plus loin. Mais en tout cas, chaque région a la possibilité de mettre en place des aides complémentaires. Donc, dans sa séance plénière du 10 avril, la région Nouvelle-Aquitaine a délibéré sur 4 projets de fonds destinés à venir en aide aux TPE-PME en difficulté, donc un fonds régional sous forme de subventions qui iront de 10 000 à 500 000 euros, un fonds régional pour lui qui a vocation à soutenir les associations et un fonds de prêt à des conditions privilégiées à destination des secteurs clés de l'économie régionale et un fonds de prêt pour soutenir la trésorerie des petits commerces, artisans et services de proximité. Donc c'est ça finalement, quels vont être les moyens d'avoir un peu plus de précision là-dessus, c'est prendre contact par mail avec la région de rattachement. Au niveau de la région Aquitaine, on sait aujourd'hui que ces aides-là existent et de voir les critères d'éligibilité, puis surtout le dossier qu'il faudra monter, puisque là on sera sur des aides dont la vocation est un déblocage un peu moins rapide. On est moins sur des aides d'urgence, mais plus sur des aides pour financer la trésorerie des entreprises dans un second temps et pour éviter le mauvais rebond économique suite aux conséquences qu'auront cette période de confinement prolongée. Voilà. Au niveau des aides de la région et donc du second volet d'aide après l'aide de 1 500 euros. Donc j'enchaîne avec les aides particulières. Donc qu'est-ce que je mets dans les aides particulières? C'est donc les aides URSSAF ou Sécurité sociale des indépendants, donc qui est le régime de rattachement pour tous les indépendants. Donc c'est l'aide qui s'appelle aujourd'hui Action sociale. Donc ça c'est une aide qu'on fait auprès de l'URSSAF. Il faut avoir effectué au moins un versement de cotisation depuis son installation, être affilié depuis le 1er janvier 2020 et être impacté, alors là ils disent de manière significative, par les mesures de réduction ou de suspension d'activité. Donc on n'a pas de critères vraiment chiffrés comme au niveau du fonds de solidarité, mais il faut pouvoir démontrer dans le questionnaire qu'on remplit en ligne qu'on a une forte perte d'activité. Donc souvent c'est un pourcentage de volume d'activité en moins qu'on renseigne sur le formulaire qui est relativement simple, puisque l'idée c'est de pouvoir aller vite là-dessus. Et enfin, 4e critère qui n'était pas forcément connu à l'origine, c'est le fait de ne pas être éligible au fonds de solidarité de 1 500 euros, puisque du coup, on ne peut pas accumuler à la fois cette aide de l'URSSAF et le fonds de solidarité de 1 500 euros. Néanmoins, nouveauté de cette semaine, une seconde aide URSSAF a vu le jour, a été annoncée. C'est l'aide de 1 250 euros, là, qui, elle, pour le coup, est totalement corrélée avec les entreprises qui sont éligibles à l'aide de 1 500 euros. Donc là, via un questionnaire en ligne à formuler auprès de l'URSSAF, non, même pas d'ailleurs, sur cette seconde aide, ce ne sera même pas un questionnaire, ce sera un virement automatique qui sera fait fin avril par l'URSSAF pour toutes les personnes qui rentrent dans le cadre de cette aide, donc qui ont été éligibles au fonds de solidarité, mais qui ne sont pas éligibles à l'aide Action sociale, la principale aide formulée par l'URSSAF. Cette principale aide de questionnaire en ligne. Et ensuite, donc là, on n'a pas eu de retour, nous, encore là-dessus, mais il précise bien qu'un agent de l'URSSAF peut être amené soit par mail, soit par téléphone, à demander des précisions à la personne qui demande cette aide pour un petit peu faire valider, on va dire, la qualité au regard de sa perte d'exploitation, ce qui sera quand même assez aisément démontrable pour la très grande majorité des entreprises. Et une fois que la demande aura été étudiée, il y aura un courriel qui sera envoyé pour formaliser l'acceptation ou le rejet de la demande. Voilà sur les aides URSSAF. Oui. Ensuite, donc, j'ai rajouté les indemnités journalières pour garde d'enfants parce que ça, on en a beaucoup parlé dès l'origine. Donc, du fait que les travailleurs indépendants, donc, en se connectant via le site salmedi.fr, pouvaient faire des demandes d'indemnisation pour garde d'enfants. Donc là, on se trouve dans le cas de figure où soit situation monoparentale, soit situation de couple avec la seconde personne qui ne peut pas faire du télétravail et qui est toujours en poste, et donc avec l'obligation pour l'indépendant, le dirigeant d'entreprise, d'être à la maison pour garder les enfants, et donc il peut être indemnisé dans le cadre des
les indemnités journalières, la sécurité sociale, avec attention quand même, j'en ai parlé tout à l'heure, le fait de pouvoir perdre le bénéfice du fonds de solidarité de 1 500 € si on dépasse 800 € d'indemnités journalières versées sur le mois de demande de l'aide. Voilà. Donc là, c'est un petit peu le tour des principales aides d'un point de vue fiscal et social qui sont actuellement proposées aujourd'hui. Voilà, donc Alexandre, tu m'interromps si des petites précisions sont à donner par rapport à ça. Le deuxième volet, donc du coup, c'était les... Ouais, parfait. Tu es toujours là, donc c'est bon. Oui, je suis en live. Non, je suis là. Deuxième volet, donc les situations pour faire face à mon besoin de trésorerie. Donc après ce volet aide, subvention, voilà, la principale problématique que vont rencontrer toutes les entreprises aujourd'hui, c'est le besoin de trésorerie auquel il faut faire face depuis mi-mars. Donc sur le mois d'avril jusqu'à mi-mai et au-delà, parce que voilà, certains secteurs ne reprendront pas à mi-mai. Et puis pour ceux qui reprendront ou qui reprennent, qui fonctionnent déjà partiellement, on ne sait pas exactement quel sera le délai de reprise à la normale. Donc, il y aura forcément des incidences sur la trésorerie puisque certains coûts fixes seront là, certains coûts variables aussi, puisque donc, le personnel qui est massivement en activité partielle, à un moment donné, les salariés vont revenir travailler et donc du coup, il va y avoir quand même des forts besoins de trésorerie qui vont être à pourvoir au niveau des entreprises. Donc le premier volet sur ce besoin de trésorerie, c'est nous, au niveau du cabinet, je dirais c'est les premières choses sur lesquelles on a eu une démarche active auprès de nos clients, c'est le report des échéances fiscales. Donc là, c'est assez simple, c'est la possibilité de demander des délais de paiement pour tous les impôts directs. Alors en précisant quand même que par impôt direct, je précise d'ailleurs dans le slide, on n'entend pas la TVA, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut reporter tout ce qui est impôt sur les sociétés, CFE, taxes foncières ou autres, via un formulaire à remplir sur impôt.gouv, mais on ne peut pas reporter la TVA. Donc aujourd'hui, sur avril, comme sur le mois de mars, les déclarations de TVA doivent être réalisées, la TVA doit être payée, et si l'entreprise est vraiment en difficulté pour la payer, finalement, il faut qu'elle suive le même processus qu'habituellement, c'est-à-dire se rapprocher du service des impôts dont elle dépend pour, avec le comptable public, établir un plan de règlement échelonné, sur lesquels on s'aperçoit aujourd'hui que l'administration est complaisante là-dessus, donc on n'a pas eu de refus sur des entreprises qui demandaient l'étalement de leur TVA pour mars ou pour avril, mais il faut passer par là. Voilà. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas déclarer ou de ne pas payer d'ailleurs, il faut déclarer et au niveau du paiement, soit on paye, soit on demande un échéancier. Ensuite, le prélèvement à la source. Donc là, on peut moduler le taux de prélèvement à la source là, pour tous les dirigeants d'entreprise, qu'on soit sur un gérant de société ou sur un BIC, BNC, voilà, tout type d'indépendant peut procéder à la modulation de son taux de prélèvement à la source. Alors, il y a deux solutions. Ce qui se passe, c'est massivement, il y a beaucoup de contribuables qui ont gelé le paiement sur le mois de mars et qui d'ailleurs font pareil sur le mois d'avril. Nous, ce n'est pas forcément la solution, si, c'est une solution première qui peut être préconisée si vraiment au niveau de la trésorerie, c'est compliqué. Mais surtout, le second volet qui est important, c'est de moduler le prélèvement à la source sur le site en déclarant des revenus estimatifs 2020 qui ont été reconsidérés du fait de la crise. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là le cas de, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, les dirigeants d'entreprise ou les bénéfices de la société vont être fortement affectés sur l'année 2020 et le prélèvement à la source pour ces indépendants est calculé sur la dernière année connue, donc soit 2018, soit 2019 forcément, dans bien des cas sur des bases plus importantes. Donc là aujourd'hui il est très important, c'est ce qu'on s'est vertué à faire pour nos clients, de moduler à la baisse en projetant les revenus sur l'année 2020 pour que les prochains prélèvements de l'administration fiscale soient recalculés sur la nouvelle base. C'est d'ailleurs la même chose qu'on fait pour l'URSSAF ou pour la caisse de retraite, puisqu'on a la liberté de moduler ça à tout moment, à partir du moment où, bien entendu, on respecte une marge d'erreur qui était auparavant fixée à 10%, mais sur laquelle l'administration a déjà annoncé qu'elle ferait preuve de mansuétude pour l'année 2020. Voilà. Donc ça, c'est important parce que tout ce qui est gelé ou reporté, c'est pas offert, vous en doutez bien, mais donc c'est au niveau de la fiscalité, c'est réparti sur le deuxième semestre, voire sur le troisième trimestre, donc c'est réétalé. Donc autant reporter des sommes qui sont déjà modulées à la baisse que de reporter des sommes qui de toute façon seront trop importantes et recevoir un remboursement a posteriori en 2021
là où le besoin sera certainement un petit peu moins important pour les entreprises, pour les particuliers. Ensuite, dans les reports, le report des échéances sociales, bien sûr. Sur les entreprises de moins de 50 salariés, la possibilité de reporter les cotisations patronales, salariales jusqu'à 3 mois et moduler leur paiement. Alors là, c'est pareil, c'est un report, donc ça veut dire qu'on reporte et dans 3 mois, il faudra payer ce qu'on a décalé au niveau de l'URSSAF. Et pour les travailleurs indépendants, là, c'est de toute façon un report automatique qui était pratiqué par l'URSSAF et par la Caisse de retraite sur mars et sur avril, avec un réétalement post-crise. Et là aussi, la nécessité de moduler pour que ce réétalement soit recalculé sur les bonnes bases. Troisième point, le report des mensualités de prêts professionnels. Donc là, ça c'est également une mesure qu'on a initiée chez nombre de nos clients qui étaient endettés dans le cadre de rachat de société ou de rachat d'un fonds de commerce, puisque là, toutes les banques ont très généralement joué le jeu et on peut étaler de 3 à 6 mois le capital, d'ailleurs le capital plus intérêt, donc les échéances à rembourser sur les prêts professionnels, donc 6 mois, donc décalé de 6 mois, c'est-à-dire que pendant 6 mois, on ne paye plus les prêts, mais on paiera 6 mois de plus à l'arrivée, au terme de l'endettement professionnel, à l'échéance du prêt, sachant que ce n'est pas sans frais, puisqu'on a eu aussi des annonces dans les médias ou sur certains sites qui disaient que c'était un report sans frais. Il y a quand même des intérêts intercalaires qui sont pratiqués, donc au taux classique du prêt, on a des intérêts qui s'appliquent sur 6 mois, et on paye aussi les assurances pendant 6 mois, puisque les assureurs n'ont pas décalé leur prime d'assurance sur ces périodes-là. Mais donc, on a ces petits frais-là, mais ça permet quand même, dans le cadre d'endettement un petit peu significatif, d'avoir un bol d'air au niveau de la trésorerie. Et là, c'est reporté à la fin du prêt, donc quelques années quand même sont devant les entreprises pour pouvoir reconstituer leur trésorerie. Voilà. Et report des mensualités de mon prêt professionnel. Donc là, c'est une faute de frappe puisque c'est report au niveau juridique. Donc là, ce que je voulais évoquer aussi, c'est toutes les entreprises doivent tenir leur assemblée générale dans les 6 mois de clôture de leur exercice. Et donc là, il y a une prorogation de 3 mois qui est offerte à l'ensemble des entreprises. Donc ça veut dire que tous ceux qui devaient tenir leur assemblée générale avant le 30 juin ont un délai de 3 mois supplémentaires avant de tenir l'assemblée générale, ou la possibilité de le faire par visioconférence, sans mention statutaire préalable, puisque c'était une obligation qui existait jusqu'alors, et sans requête auprès des tribunaux de commerce. Voilà. Je rajoute un petit point d'ailleurs, puisqu'on a eu l'officialisation aujourd'hui, c'est au niveau du dépôt des liasses fiscales des entreprises qui clôturent au 31 décembre et du paiement de l'impôt relatif à l'année 2019. Donc il faut savoir que pour les entreprises, on doit effectuer ces démarches sur le mois de mai. Et donc, toutes ces démarches-là ont été repoussées au 30 juin, y compris d'ailleurs la déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, toutes les déclarations fiscales relatives aux entreprises clôturant leur compte au 31 décembre et toutes les obligations relatives aux déclarations d'impôt sur le revenu ont été repoussées au 30 juin. Bon, c'était dans les tuyaux et il y avait peu d'incertitudes sur le fait que le gouvernement accède à ces requêtes. Mais bon, ça a été officialisé ce jour, je crois, ou hier. Voilà. Donc, c'est pas dans le support, mais je tenais à le faire partager à tout le monde. Il va falloir que j'aille un petit peu plus vite. 14h30. Bon, report des loyers et des charges locatives. Là, c'est pareil, on en a beaucoup parlé. Qui peut en bénéficier? Les entreprises éligibles à l'aide financière de l'État, donc au prêt garanti par l'État. On parle là évidemment que des locaux commerciaux et locaux professionnels. Et attention aussi, donc ça concerne, donc, comme j'ai dit, celles qui sont éligibles à l'aide financière de l'État ou au fonds de solidarité. Ça veut dire que alors toutes les entreprises déjà qui peuvent en bénéficier ne seront pas dispensées du paiement de ce loyer, mais par contre ça lève toute sanction en cas d'impayé. C'est-à-dire que le bailleur ne peut pas activer les clauses pénales, pratiquer de retard. Voilà, il est obligé d'accepter si on arrête de réaliser les virements, mais on protège quand même les entreprises dans des situations les plus précaires, puisqu'elles ne peuvent pas être sanctionnées par rapport à ça, mais néanmoins il faudra quand même mettre ensuite des échelonnements et un plan de règlement de ce loyer décalé avec son bailleur, puisque les loyers ne seront aucunement gelés ou abandonnés. En tout cas, il n'y a aucune obligation comme ça pour les bailleurs. Et pour les entreprises qui ne bénéficient pas du fonds de solidarité, donc plus d'1 million d'euros ou plus de 60 000 de résultats, celles-là ne sont pas sous le couvert de cette protection juridique. Donc en théorie, elles n'ont aucun droit sur le report du loyer. Je dis bien en théorie, puisque ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, les bailleurs ont joué le jeu parce qu'ils n'ont aucun intérêt à plomber leurs locataires et avoir derrière un dépôt de bilan d'entreprise locataire qui serait préjudiciable, bien entendu, pour le bailleur.
Oui, ça, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Moi, je sais que dans les entreprises qu'on accompagne, il y a beaucoup de questions autour du loyer, justement. À qui il faut s'adresser dans ces cas-là? Non, j'ai pas compris. À qui faut-il à qui faut-il s'adresser dans ces cas-là, justement? Quel est l'interlocuteur? C'est le propriétaire directement ou c'est vous, Oui, c'est le justement? propriétaire. Alors, c'est propriétaire. Voilà, ce que l'ordonnance précise, c'est voilà, c'est qui peut bénéficier d'une certaine protection par rapport à ça. Maintenant, moi, ce que j'invite à faire tous ceux qui sollicitent ce report de loyer, c'est de se rapprocher du bailleur. Voilà. Les solutions, dans 90% des cas, elles se prennent en bonne intelligence parce que, comme je le disais, le bailleur, il a tout intérêt à ce que l'entreprise derrière puisse passer le cap et derrière continuer. Donc, c'est se rapprocher du bailleur. Maintenant, en cas de situation conflictuelle avec le bailleur, alors après, si on rentre vraiment dans la notion conflictuelle contentieuse, c'est le recours à un avocat. Mais pour savoir déjà dans quel cadre on peut être protégé, vraiment, c'est important de savoir si on est éligible au fonds de solidarité de 1 500 €, donc considéré comme une petite entreprise, on a quand même une protection assez forte par rapport à ça. Voilà. Et d'ailleurs, dans les conditions à fournir, le locataire doit présenter une déclaration sur l'honneur à son bailleur attestant qu'il a rempli les conditions d'éligibilité. Voilà. À son bailleur, du coup. Voilà. Ensuite, donc après cette partie sur tous les reports, le second volet au niveau de la gestion de trésorerie et de l'accompagnement au niveau du besoin de trésorerie, c'est le prêt garanti par l'État. Donc le prêt garanti par l'État, hein, qui est une mesure qui va bénéficier à toutes les entreprises. Alors c'est un peu toujours l'esprit de notion d'activité économique, donc toutes les entreprises qui exercent une activité économique, on les a citées sur le support. Et par contre, les activités civiles type SCI ou immobilières ou sociétés de financement, et également malheureusement aussi les entreprises en situation de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne peuvent pas en bénéficier. Mais donc le prisme quand même de société éligible est assez important. Donc là, la première étape, hein, c'est de se rapprocher de sa banque, puisque du coup, ça c'est une mesure qui est à la discrétion des banques, donc c'est votre banque qui va déjà accepter de vous donner un préaccord ou pas. Et la banque n'a malheureusement aucune obligation de donner ce préaccord, donc on est bien souvent aujourd'hui confronté à des situations un petit peu compliquées, puisque malheureusement, on se rend compte que les banques prêtent, comme toujours, très facilement à des entreprises qui finalement, je ne dirais pas utilisent le prêt garanti par l'État comme un effet d'aubaine, mais presque, pour certaines, hein, pas pour toutes, parce qu'il y en a où il y a réellement un besoin, mais enfin, ils vont prêter facilement à des clients premium, hein, je dirais au niveau de la banque, hein, si je puis employer le terme, et d'autres entreprises qui sont plus en difficulté et plus dans une notion vraiment vitale, hein, au niveau de ces fonds à libérer, c'est plus compliqué. C'est-à-dire la banque n'oppose pas un refus directement, mais demande beaucoup de précision sur des prévisionnels de trésorerie à 3 mois, 6 mois, 9 mois, pour déterminer avec la plus grande précision possible le besoin de trésorerie. Et c'est vrai que tout ça ralentit un petit peu le processus, alors que la volonté du gouvernement, c'était d'aller vite là-dessus. Bon, à partir du moment où c'est accepté par les banques, ça va quand même très vite pour le coup, puisque là, il faut se connecter sur le site de BPI, qui est donc le garant de ce prêt pour l'entreprise. Et donc, via le numéro SIRET de l'entreprise et quelques informations à donner, on récupère une attestation de BPI qu'on retourne à la banque et ensuite la banque débloque les fonds. Donc là, aujourd'hui, nous, voilà, on commence à avoir des prêts qui ont été débloqués et on en a beaucoup qui sont dans les tuyaux, voilà, en essayant de fournir le maximum d'informations demandées pour pouvoir débloquer ça le plus vite possible. Voilà, donc voilà sur le prêt garanti par l'État. Oui, mais je n'ai pas parlé quand même de la condition d'éligibilité du support, mais enfin ça, je pense que tout le monde aussi est un petit peu au courant. Donc le maximum qu'on peut débloquer, c'est dans la limite de 25% du chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'entreprise. Et pour les entreprises nouvellement constituées, l'État regarde la masse salariale prévisionnelle à 2 ans. Enfin, 2 fois la masse salariale annuelle. Donc il y a des plafonds qui sont calculés ainsi. On a des attestations à fournir pour bien préciser que l'entreprise respecte ces plafonds. Voici ce que je voulais rajouter aussi, c'est que par rapport au retour des banques là-dessus, les banques regardent vraiment que c'est un prêt qui a vocation à financer de la trésorerie et pas financer un investissement ou une distribution de dividendes.
ça paraît évident, mais il faut vraiment axer sa demande en démontrant, surtout pour l'investissement, parce qu'on va peut-être pas trop parler des dividendes, parce que évidemment c'est pas le sujet sur ce prêt-là, mais c'est vrai que voilà, il ne faut pas que ça vienne financer un investissement, qu'il faut vraiment démontrer ce besoin en trésorerie et pouvoir y répondre par la souscription de ce prêt. Julien, il y avait eu, avant de passer justement pour les mesures vis-à-vis de l'employeur, il y avait une question de la part de Frédéric qui concernait justement le remboursement de crédit de TVA, qui disait lorsqu'il est inférieur à 900%, à 900 euros, pardon, sur mon entreprise, nous avons un crédit de TVA de moins de 500 euros. Ne peut-on pas exceptionnellement demander ce remboursement? Alors si on peut demander le remboursement, surtout sur les crédits, le remboursement des crédits d'impôt, c'est de toute façon un droit déjà en termes, au niveau de la TVA de demander le remboursement du crédit, mais surtout le gouvernement a insisté sur le fait que tous les crédits, alors là je parle de TVA, mais toutes sortes d'impôts, seraient remboursés plus rapidement qu'habituellement, dans des délais plus courts. Donc clairement, sur un crédit de TVA de cet ordre, là, l'entreprise peut formuler la demande de remboursement auprès du service des impôts dont elle dépend. D'accord. Et du coup, il y a Florence également qui pose une question sur l'aide de 1 250 euros qui dit: les opticiens sont-ils considérés comme des commerçants? Je n'ai pas trouvé la liste des commerçants éligibles sur le site de l'URSSAF. Oui, tout à fait. Et là, du coup, je parle en connaissance de cause puisque j'ai certains clients opticiens notamment un client opticien auquel je pense qui en a bénéficié. Voilà. Donc, sous réserve de remplir les conditions du fonds de solidarité, puisque les 1 250 euros, c'est les mêmes conditions qui s'appliquent, un opticien peut en bénéficier. Tout à fait. Je rajoute un petit peu garanti par l'État parce que c'est vrai que dans le fonctionnement, pour bien aussi que ce soit précis pour tout le monde, pour ceux qui pourront en bénéficier. Donc, c'est un prêt qui, pendant un an, n'aura pas lieu à remboursement. Donc, il y a un différé de remboursement d'un an. Et au terme de cette première année, l'entreprise qui aura souscrit le prêt aura finalement plusieurs choix qui s'opéreront. Elle pourra soit rembourser le prêt, soit le rembourser partiellement, soit pas le rembourser du tout si elle a utilisé toute la trésorerie. Et ensuite, donc, le capital restant sera étalé au maximum sur 5 ans au taux d'intérêt en vigueur dans un an. Donc, les banques se sont engagées sur des taux à prix coûtant, entre guillemets, des taux qui sera assez faibles, mais il y aura quand même un coût derrière, puisqu'on a beaucoup entendu dire que c'était un prêt sur un taux zéro qui était sans coût. Alors c'est vrai que pendant un an, il y a juste 0,25% de coût de commission de caution BPI, donc c'est presque rien, mais donc il n'a pas de coût si on le rembourse dans un an. Si après derrière on étale son remboursement, on a un coût comme sur un prêt classique. Donc des taux qui sont certainement bas, mais il y a quand même un coût à cette mesure-là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions sur le PGE posées au préalable, et nous aussi, les startups qui sont accompagnées par Emera en ont. Voilà. Enfin, est-ce que du coup, le fait d'avoir une bonne relation avec sa banque, en fait, ça peut jouer sur le PGE ou c'est vraiment un dossier à remplir? Ah non, complètement. Ça joue, c'est ce que je dis. Donc c'est vrai que les banques sont totalement décisionnaires sur l'octroi du prêt. Donc c'est vrai que la relation qu'a l'entreprise avec la banque va être prépondérante parce que je dirais même que pour certains, les banques ont sollicité l'entreprise et non l'inverse. C'est-à-dire que voilà, elles ont appelé leurs clients en disant voilà cette mesure, il sera intéressant pour vous d'en bénéficier. Donc oui, c'est là où on se rend compte finalement qu'avoir de bonnes relations avec sa banque est essentiel. C'est essentiel, ouais. Effectivement, c'était encore besoin de... Là, c'est vraiment clair sur cette mesure. Hein, parce que voilà, je vois vraiment des cas. En plus, voilà, sur des entreprises où le besoin il est facilement identifiable et identique d'une entreprise à l'autre, mais il y en a certaines pour lesquelles ça va aller beaucoup plus vite que pour d'autres. Voilà. Donc, il y a également Irène qui aimerait savoir les taux bancaires pour les prêts de la deuxième année. Alors, c'est ce que je disais, donc là, ils ont annoncé, ce serait le taux du marché à l'époque du début d'amortissement de ce prêt. Je dis au moment du début d'amortissement de ce prêt, puisque c'est dans un an. Donc, ceux qui ont débloqué le prêt maintenant, ce sera en avril 2021. Ceux qui le débloqueront en mai ou en juin, ce sera en mai-juin 2021. Puisque cette mesure, on a jusqu'au 31 décembre de cette année pour l'activer. Donc après, ce sera le taux pratiqué par la banque à ce moment-là qui s'appliquera. Donc en avril 2021, en mai 2021, le taux de la banque concernée. Avec quand même un engagement des banques d'avoir des taux qui soient
et qui soit dans la tranche basse des taux proposés, maintenant on sera quand même tributaire de l'évolution des taux d'intérêt sur les taux qui seront proposés à ce moment-là. Ok, bah super. En tout cas, merci beaucoup, Julien. Et peut-être du coup sur la partie employeur pour l'amorcer, je sais qu'il y avait eu des questions autour des congés payés, des RTT, des primes exceptionnelles, et bien sûr tout ce qui est autour du chômage partiel. Donc, ça peut faire démarrer le sujet. Voilà. Ouais. Je t'entends plus. Ah, tu nous entends? Ouais, c'est la partie activité partielle. Oui, 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 bien sûr. Allô, allô? Vous m'entendez? L'activité partielle suivant les réserves par les arrêtés. Le dépôt se fait en ligne. Et la date a été prorogée, le dépôt, la possibilité de dépôt jusqu'au 30 avril, avec effet rétroactif. La directe dispose de 48 heures, enfin dispose d'un délai pour répondre, mais si elle n'a pas répondu dans les 48 heures, cela vaut accord. Donc, autant dire que les demandes ont été accordées. L'avis du CSE, lorsque l'entreprise en est dotée d'un CSE, est requis, mais ça, c'est dans le droit commun, avec les mesures exceptionnelles, donc il pourra intervenir après la demande et dans les 2 mois qui suivent. Alors, je ne vois pas le... Donc, la demande, la durée de l'activité partielle, elle peut être accordée pour une durée de 12 mois. Tu peux passer, Julien. Du coup, le support. Julien? Oui, ça y est. Tu peux, voilà. Je suis... On entend mal. Hein. Donc, l'indemnité due au salarié couvre 70% de sa rémunération brute. Alors, comment dire, le calcul se fait sur comment dire, son salaire habituel, en fait, sur le salaire qu'il aurait perçu en temps normal. Donc, elle représente environ 84% du salaire net. Dans tous les cas, un minimum de 8,03 €, c'est-à-dire le SMIC net, est garanti aux salariés. Donc, les salariés éligibles, c'est tous les salariés qui ont un contrat de travail sans aucune condition d'ancienneté. D'accord? CDD, apprentis, CDI, tout type de, tous les salariés. Également, la précision est importante, les dirigeants qui bénéficient d'un contrat de travail avec lien de subordination, qui ont une fonction technique dans l'entreprise. Donc, ces salariés, ces dirigeants peuvent bénéficier de l'activité partielle. L'allocation de l'indemnité partielle versée à l'employeur. Donc, l'État couvre les 70% que l'employeur aura maintenu aux salariés. Donc, l'employeur n'aura rien à sortir pour tous les salariés dont la rémunération n'excède pas 4,5%. Voilà, enfin, pas 4,5%, 4,5 SMIC, pardon. Voilà, donc, on a étendu le bénéfice de l'activité partielle aux salariés en forfait jour. Ce n'était pas le cas lorsqu'il y avait une réduction de l'activité de l'entreprise. Alors après, donc on doit effectivement demander le remboursement de l'avance opérée par l'employeur. Et en général, le remboursement va intervenir dans une moyenne de 12 jours qui va suivre la demande d'indemnisation. Tu peux te tourner, Julien. Je ne t'entends pas. Tu m'entends pas là? Ouais. Elle est là, je t'entends.
Voilà. Donc, ce qui est important quand même de préciser, c'est que l'employeur est totalement indemnisé, alors a posteriori, puisqu'il fait l'avance des salaires, mais il est totalement indemnisé, avec un plafond quand même à 4,5 fois le SMIC qui est assez élevé. Et le salarié lui touche 84% de son salaire net, avec, et ça c'est à mon sens aussi important, parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus, la possibilité pour l'employeur d'assurer un maintien de salaire. C'est-à-dire qu'il peut réaliser la couverture entre ce 84% et le 100% du net pour son salarié. Et tu me confirmeras, Myriam, mais ce maintien de salaire, lui, n'est pas soumis à charge sociale. Il est soumis à CRDS, ouais, mais du coup, exonéré de charge sociale également. Voilà. Voilà, il suit le même régime, ce complément de salaire suit le même régime que l'indemnité d'activité partielle. Et l'employeur peut la mettre en place, mais il faudra au préalable qu'il fasse ce que l'on appelle une décision unilatérale de l'employeur, où il va consigner dans un document ce maintien à 100% du salaire net, et il fera émarger ses salariés. Ça, c'est un document qu'il faudra produire en cas de contrôle URSSAF pour pouvoir prétendre au bénéfice des exonérations de charges sur ce complément. Ouais. Et juste aussi, puisqu'il y avait quand même une inquiétude de la part des entreprises sur est-ce que j'y suis éligible ou est-ce que derrière, en cas de contrôle, je ne vais pas me faire redresser. Nous, alors déjà sur les demandes, notre retour d'expérience, c'est qu'elles ont été pour quasiment toutes, je crois, sur le volume, tu nous diras le nombre d'entreprises pour lesquelles on a fait la demande, mais tout accepté. Et aussi, on a mis en avant certains critères, voilà, parce qu'il faut bien mettre en avant quand même la baisse d'activité, enfin, certains critères qui ne sont pas juste de façon générique, Covid-19, voilà, il faut quand même étayer le dossier pour pouvoir, en cas de contrôle, prendre aucun risque là-dessus. Tu nous dis tu rajoutes un petit point là-dessus, Myriam? Oui, effectivement, nous, toutes les demandes établies, elles ont toutes été très argumentées, elles ont toutes été acceptées. On n'a eu aucun refus. Mais effectivement, elles ont été étayées. On ne s'est pas contenté de mettre Covid-19. Oui, vraiment la perte d'activité, la rupture de la chaîne d'approvisionnement. Il y a un certain nombre de faisceaux qu'il faut pouvoir mettre en évidence, puisque même si la demande est acceptée, l'entreprise indemnisée, rien n'empêche le contrôle derrière, a posteriori, et il faudra pouvoir démontrer quand même la véracité de ce qui était mentionné. Ensuite, en tant qu'employeur, donc c'était un petit peu les questions relatives aux congés, durée de travail et indemnisation, puisque voilà, ce qu'on entend souvent au niveau de nos clients, c'est est-ce que je dois mettre mes salariés en congé, est-ce que je peux leur imposer les congés, ou est-ce qu'il faut que je les mette en activité partielle, voilà, comment arbitrer et quelles sont les possibilités pour l'employeur. Là, l'idée, c'était de répondre là-dessus, sachant qu'il y a des précisions qui ont été données en fin mars. Alors oui, pour son organisation, l'employeur peut imposer à ses salariés jusqu'à 6 jours de congés payés. Mais le petit bémol à cette disposition, c'est que pour pouvoir le faire, l'employeur en fait doit conclure un accord d'entreprise au sein de son établissement. Et du coup, pour conclure un accord d'entreprise, alors là, on va parler que des petites entreprises dépourvues de représentants du personnel. Pour conclure un accord, il faut au préalable soumettre le projet d'accord au salarié qui a 15 jours pour se prononcer, et donc il doit être accepté aux 2 tiers. Et le vote doit être organisé en vote électronique avec la confidentialité qui est attachée au vote. Donc, la portée de cette possibilité pour l'employeur de pouvoir imposer, reporter certains congés dans la limite de 6 jours est assez limitée. Il y a une question de la part de Thierry. Est-ce que les charges salariales sont également supprimées? Alors non, elles ne sont pas supprimées. Alors sur l'indemnité d'activité partielle? J'imagine, il ne l'a pas précisé. Oui. Oui, elles sont supprimées. Alors, l'indemnité d'activité partielle est exonérée de charges sociales, excepté de CSEG. La CSEG est quand même… Patronale et salariale, donc exonérée. Et si la question était sur les congés payés, là tu me confirmeras, mais par contre, si on met le salarié en congé payé, lorsqu'il est en congé, il n'est pas en activité partielle. Non, il n'est pas en activité partielle. Et donc l'employeur paye les charges sociales par salariale, par patronale. Voilà. L'indemnité d'activité partielle est exonérée des charges salariales et patronales, mais soumise à CSEG, CRDS. Et le complément que va verser l'employeur est exonéré également de cotisations salariales et patronales, mais soumise à CSEG, CRDS. Et ce qui n'est pas le cas pour les congés, donc c'est vrai qu'il peut y avoir quand même
un effet à aller plus vers l'activité partielle que vers la mise en congé des salariés. D'un point de vue économique, les congés seront à payer et donc charges sociales incluses. Voilà, donc c'est vrai que le recours à l'activité partielle peut être plus judicieux que la mise en congé du salarié. Oui, oui, oui. Et 31 décembre, par contre, si l'entreprise se dote d'un accord d'entreprise, c'est jusqu'au 31 décembre où l'employeur pourra organiser un peu des congés des salariés jusqu'à 6 jours, donc congés acquis et congés en cours d'acquisition. Même chose pour les RTT, l'employeur pourra également, pour les RTT, dans la limite de 10 jours, pourra imposer, mais en cas de difficulté économique, attention, pourra imposer à son salarié la pose de ces RTT au moment où l'employeur le souhaite, en termes d'organisation, bien sûr. Et donc là, de façon unilatérale, contrairement au congé où un accord d'entreprise est nécessaire, là, de façon unilatérale, le RTT peut être imposé si les conditions économiques le nécessitent par l'employeur. Donc c'est vraiment une différence par. Voilà, absolument, absolument. Donc dans la limite de 10 jours et avec un délai de prévenance d'au moins 1 jour. Ok, très bien. Il y avait également une question de la part de Corinne. Est-ce qu'un employeur peut imposer plus ou moins de jours de congé? C'est-à-dire moins de 6 jours? Oui, bien sûr, c'est dans la limite de 6 jours. D'accord. Et enfin, il y a Frédéric également qui précise sa question. Toutes ces aides vont-elles nous impliquer dans certaines décisions ultérieures, c'est-à-dire du fait d'en avoir bénéficié, aurons-nous des accords sanitaires, par exemple, à ratifier sans discussion, etc. Je ne sais pas si c'est clair. Non, vous pouvez reformuler? Oui. Frédéric, si tu peux reformuler, comme ça, on reviendra dessus ensuite. Alors, j'ai vu une question, Corinne, si c'est plus de congés, non, c'est dans la limite de 6 jours. Donc, l'employeur ne pourra pas imposer plus de 6 jours de congés à son salarié, imposer ou reporter. Au niveau des durées maximales de travail, donc dérogation spécifique pour certains secteurs effectivement, jusqu'à 12 heures par jour, jusqu'à 60, alors au lieu de 10 habituellement, jusqu'à 60 heures par semaine au lieu de 48, et jusqu'à 48 heures de travail par semaine sur une période de 12 semaines, voilà, au lieu de 44 habituellement. Tu peux, ouais. Voilà. Et effectivement, le dernier point qu'on a voulu rajouter, c'est sur la prime au pouvoir d'achat, donc ex-prime Macron, une opportunité à saisir. Donc là, sans reprendre, voilà, l'idée quand même sur cette prime, pour rappeler pour tous, c'était une prime qui pouvait aller jusqu'à 1 000 € par salarié et qui était non fiscalisée pour le salarié et exonérée de charges sociales pour l'employeur. Donc cette prime avait été abondamment versée par les entreprises en 2018. Et en 2019, son versement était conditionné par la mise en place d'un contrat d'intéressement. Donc, contrat d'intéressement, ça voulait dire quand même une contrainte forte pour l'entreprise, puisque obligation de verser un intéressement bien souvent sur les résultats de l'entreprise aux salariés, si on veut pouvoir bénéficier de la prime Macron. Donc, ça a été cette condition qui était quand même qui était assez à caractère contraignant pour les entreprises, a été levée exceptionnellement pendant la durée de cette crise. Et donc, du coup, la prime, l'ex-prime Macron, donc la prime au pouvoir d'achat, peut être versée jusqu'à 1 000 €, donc dans sa forme originelle, jusqu'au 31 août, et sans avoir la nécessité de mettre en place un contrat d'intéressement. On peut même d'ailleurs aller jusqu'à 2 000 € si on met en place le contrat d'intéressement. Je parle de somme nette par salarié, donc c'est quand même quelque chose qui est assez important et qui a vocation à récompenser les salariés, comme ils ont dit, qui sont allés au front ou qui ont continué à travailler, puisque là, le critère nouveau qui a été amené au niveau de cette prime, c'est qu'auparavant, la modulation, c'est une prime qui était quand même, il y avait une notion assez collective, la modulation devait être fonction du temps de travail, de la qualification du salarié, mais elle ne peut pas être différente d'un salarié à l'autre. Aujourd'hui, il y a un critère nouveau qui peut être pris en considération, c'est la présence du salarié pendant la période de crise. Donc, ça peut permettre à des employeurs, finalement, de valoriser, de récompenser les salariés qui auront été investis dans une période quand même compliquée et anxiogène pour tous. Voilà. Myriam, j'ai fait le
le tour, hein, c'est un petit peu ça l'esprit sur cette… Voilà, c'est exactement ça. Donc, on pourra moduler et récompenser ceux qui seront allés au front, comme on dit. Mais également, en termes de formalisme, l'employeur doit établir là aussi une DUE, la décision unilatérale de l'employeur avec émargement des salariés, au sein de laquelle il précisera sur quoi il s'est basé pour verser, pour moduler la prime en fonction des salariés. Donc, moduler en fonction du temps de travail, de la durée du travail, de l'exposition, au risque, etc. Mais ça devrait être consigné dans un document signé par les salariés et à présenter en cas de contrôle URSSAF. Voilà. Il n'y a plus de contrat d'intéressement, mais malgré tout demeure la décision unilatérale de l'employeur. Qui reste moins contraignante. Beaucoup moins contraignante. Jusqu'au 31 2020. Voilà, du coup, la présentation touche à sa fin. Alexandre, il y a d'autres questions, peut-être, auxquelles on peut répondre? Alors écoute, pour l'instant, non, mais effectivement, n'hésitez pas à en poser. Je vais revenir également sur les questions qui ont été préposées par les participants, voir si justement, je pense qu'on a quand même, c'était assez complet. Enfin, en tout cas, les différentes thématiques qui ont été abordées, c'était, je pense que ça fait du bien d'avoir justement un condensé de tout ça. Après, en fait, bien sûr, mais ça, je pense que c'est un peu à la discrétion de chacun. C'est qu'il faut aussi chercher par soi-même, se faire aussi son… voilà, il faut prendre le temps de regarder. Après, effectivement, je pense que tout n'est pas… toutes les informations ne sont pas directement accessibles. Mais voilà, il faut s'aider, se faire aider justement par vos partenaires, par les personnes qui sont autour de vous et justement participer à ce type de webinaire. Voilà, moi je vois pas de… Alors, il y a Corinne, alors il y a 3 questions qui viennent d'arriver. Le solde d'IS sur un bilan au 31/12 peut-il être reporté au même titre qu'un acompte? Oui, tout à fait. Donc, c'est ce solde d'IS qui était à verser au 15 mai et pour lequel il y a eu un report donc, officiel au 30 juin. Mais même au 30 juin, en cas de difficulté, donc là, c'est pareil, il faut que l'entreprise quand même démontre des difficultés, mais il pourra être reporté jusqu'à 3 mois. 3 mois au-delà de son échéance. Voilà. Mais initialement, il était au 15 mai, il est déjà reporté de fait au 30 juin et avec une faculté quand même de report complémentaire ensuite. D'accord. Il y a également Corinne qui pose une question. Une entreprise qui n'a pas d'activité, donc qui est fermée, peut-elle donner cette prime à son salarié? Alors, si elle est fermée et qu'elle a formulé une demande d'activité partielle, si c'est le cas, c'est un peu paradoxal de se faire rembourser les salaires et de verser la prime. Donc là, pour le coup, on conseillerait de ne pas la verser dans le temps de l'activité partielle quand même, si tous les salariés sont en chômage partiel. Par contre, ce qui peut être fait dans un cas comme ça, c'est que les salariés vont reprendre peut-être au mois de mai et suite à la reprise des salariés de mai à août, la prime peut être versée au mois d'août, par exemple. Voilà, puisque ça va jusqu'au 31 août. Voilà, on ne peut pas verser aujourd'hui, mais derrière, ça peut être un levier quand même de récompense pour les salariés et même d'indemnisation sur les salariés qui ont eu quand même une perte de salaire net sur la période de chômage partiel. Oui, absolument, absolument. Mais pas pendant la période d'activité partielle, effectivement, à déconseiller, puisque les salaires sont pris en charge par l'État, finalement. Il y avait aussi une question de Belinda. Est-ce que la prime de solidarité de 1 500 € non demandée sur le CA de mars, est-ce qu'il est possible d'en faire la demande sur le CA d'avril? Tout à fait. On peut remplir le formulaire sur avril. C'est-à-dire, typiquement, je suis dans le cas où mon entreprise n'a pas été fermée administrativement et elle n'a pas une perte de plus de 50%, qui est un des critères. Cette perte, je risque très certainement l'avoir sur avril, puisque là, on a un mois complet quand même de perte de chiffre d'affaires forte. Donc, je peux refaire la demande sur le mois d'avril en comparant avril 2019 à avril 2020 et je peux en bénéficier au titre du mois d'avril. Donc, okay. Oui. On peut refaire la demande, hein, c'est ça que… Voilà, on peut refaire la demande et en bénéficier pour avril. Oui, tout à fait. Très bien. Et Irène qui demande, j'aimerais savoir si le dirigeant salarié peut-il faire la demande d'aide de 1 500 €?
Alors, le dirigeant salarié, donc ça veut dire qu'elle doit parler, je pense, d'un président de SAS, très Ouais, certainement, gérant de SARL. Donc, à partir du j'imagine. moment où il n'y a pas de contrat de travail, donc si c'est un dirigeant président de SAS qui est rémunéré au titre de son mandat social, comme ce qu'on a dans la majorité des SASU, sans contrat de travail, il peut en bénéficier. Il ne faut pas qu'il ait un contrat de travail avec un poste technique et un lien relatif au contrat de travail avec un employeur. Voilà. Donc, il soit dans une posture de dirigeant ou mandataire social. Mais un président, en tant que mandataire social, de SAS, il a un bulletin de salaire et il peut bénéficier de la prime. Il peut bénéficier, d'accord. Il y a également Thierry qui est un salarié en CDD jusqu'au 2 juin. Il dit: je sais par avance que même si le déconfinement a lieu le 11 mai, je n'aurai pas de reprise d'activité. Comment faire avec ce salarié? Il faudra, en tout état de cause, on ne pourra pas rompre son contrat de façon anticipée. Ce n'est pas un motif pour rompre le contrat avant son terme. Donc, il bénéficiera toujours des dispositions de l'activité partielle. Activité partielle, d'accord. Ça. Frédéric également qui pose une question. Quand le CA est tombé à zéro et qu'il n'y a plus aucun mouvement bancaire, quid des ponctions comptables? Donc, j'imagine c'est. Non, c'est une mauvaise question, justement. Non. Après, je pense, ça c'est notre position, mais je pense que c'est une position assez généralisée au niveau des cabinets comptables. Nous, on part du principe, on assure aujourd'hui la continuité de service à 100%, donc on continue à travailler pour nos entreprises, voire plus qu'à l'habitude, hein, sur tous ces mécanismes de demande de chômage partiel, de prêts garantis par l'État. Après, une entreprise qui serait totalement à l'arrêt, pour laquelle il n'y a plus de comptabilité et pour laquelle qui nous sollicite pour rien au niveau de ces aides, oui, bien sûr on reporte. On peut même ne pas opérer de facturation sur les mois concernés, mais c'est rare parce que de toute façon, aujourd'hui, une entreprise, même si elle est à zéro, elle a quand même nécessité d'être accompagnée sur tous ces sujets d'aide, de financement. Oui, c'est ce que tu disais au début. Vous avez beaucoup de boulot, quoi. Enfin, voilà, vous chômez pas, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, j'en profite aussi pour revenir sur les résultats du sondage. Donc, sur les participants au webinaire, on a eu, je pense, 60% de réponses, avec une majorité de participants qui travaillent en finance comptabilité, donc 53% de l'audience, et une autre majorité avec 37% de direction, donc président, fondateur, voilà, manager. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ben voilà, comment votre activité est-elle impactée par la crise du Covid? Pour 47% des participants, extrêmement. Voilà, donc comme quoi, je pense que c'était important de faire ce webinaire aussi. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas, Julien, Myriam, est-ce que vous aviez un mot pour la fin, quelque chose à partager avant de mettre fin à ce webinaire ou... Non, moi j'inciterai quand même malgré tout le monde à rester résolument optimiste sur la suite, sur les mois à venir, sur les années à venir. Voilà, et je pense j'espère que ce sera une crise qui sera très ponctuelle dans sa temporalité et qu'on reviendra rapidement, quel que soit le secteur d'activité, sur la situation pré-crise. Voilà. Certains quand même faisceaux d'indices sont favorables par rapport à ça, notamment l'implication des banques et le fait que les banques se trouvent aujourd'hui dans une situation financière qui n'est pas du tout la même que celle qu'elles avaient il y a 10 ans, puisque c'est elles qui avaient été à l'origine du crash il y a 2008-2009. Donc aujourd'hui, il y a quand même des raisons de rester optimiste. Après, bon, sur le côté sanitaire, je maîtrise moins, bien évidemment, que si on prolongeait ce confinement ou qu'on retombait en confinement par la suite, ce serait problématique. Et voilà, je resterai sur une note d'optimisme par rapport à tout ça. Bon, et bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Merci Myriam, merci Julien. Je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré et qu'il sera mis à disposition sur la page Facebook de Emera et sur YouTube également. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour votre participation. Merci à tous les participants, merci à nos intervenants. Et puis, voilà,
Voilà, tenez bon. On aime bien se retrouver sur ces webinaires. C'est important justement de pouvoir échanger. Et voilà, n'hésitez pas à participer. C'est toujours intéressant. Merci beaucoup. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir.